de Tout manière à fait, ça c'est du calcul. Parce qu'en fait, si c'est que tu fais le calcul, à la fin, tu as un résultat aléatoire. Mais si tu as un objectif bien clair, tu te dis, bon voilà, je sais pas quoi, allez, il faut que, je sais pas quoi, à 35 ans, j'ai minimum 100 000 euros par an. Bon, je dis ça, c'est un chiffre. Hein. un chiffre, tout à fait. Ouais. Ou que voilà, avant mes 30 ans, il faut que je sois minimum à, je sais pas quoi, à 70 000 ou à 60 000, je sais pas. C'est une fois une question de chiffres. Ou que voilà, que je sois manager, que j'ai telle personne dans mon équipe. Ça, derrière, une stratégie qui va avec, quoi. Et donc, D'accord. ma stratégie, c'était de passer par le monde de l'édition. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Studies and Career. C'est encore Joachim. Donc aujourd'hui, on va aborder donc notre première rubrique Career Tips. Et aujourd'hui, l'idée sera de... Enfin, en tout cas, aujourd'hui, on a un invité déjà. C'est un jeune Camerounais qui travaille dans le domaine de la finance de marché. Donc aujourd'hui, il sera question de parler un peu de finance de marché, de mathématiques, de sciences de données, d'intelligence artificielle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, ce sera l'occasion d'apprendre. Et pour ceux qui connaissent déjà, ce sera également l'occasion d'avoir un peu un retour d'expérience d'une personne qui est déjà dans le domaine, d'un Africain qui est déjà dans le domaine, en qui vous pouvez vous retrouver. Et voilà, et ça peut vous apprendre des choses. Donc je vous conseille justement de ne pas vous arrêter juste là, mais d'écouter toute la vidéo parce qu'il y aura plein de choses que vous allez pouvoir apprendre et plein d'informations que vous allez pouvoir recevoir de cet échange-là. Donc restez connectés. Donc bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Studies and Careers. Et donc aujourd'hui, on va entamer la première rubrique de la première émission de notre rubrique Careers Tips. En gros, là, aujourd'hui, on a un nouvel invité, en tout cas notre premier invité qui nous a donné l'occasion de pouvoir l'interviewer, l'avoir sur la chaîne. Donc c'est un plaisir pour nous de l'avoir aujourd'hui, Ralph. Donc je vais le laisser se présenter déjà. Il va nous dire un peu qui il est, d'où il vient. Donc, Ralph, déjà, merci d'avoir accepté l'invitation de la chaîne. Merci d'avoir été rendu disponible aujourd'hui pour pouvoir répondre à cet nombre de questions et faire en sorte que nos auditeurs, tous les jeunes Africains qui nous écoutent, puissent un peu puissent s'inspirer de toi, de ton parcours. Donc, merci de ta disponibilité. Donc, je vais te laisser te présenter rapidement, nous dire un peu ton âge, où tu es, où tu vis, ce que tu fais. Voilà. Bon, tout d'abord, merci. Hein. Merci pour cette initiative. Elle me tient personnellement à cœur. Et c'est important voilà, qu'on puisse aider les personnes qui sont derrière nous et qu'on puisse s'inspirer de celles qui sont devant nous. Ouais. Donc, c'est aussi le cas pour moi. Aujourd'hui, je continue à inspirer les personnes devant moi et même de celles derrière moi parce que j'apprends beaucoup de choses. Typiquement, voilà, avec cette initiative, je comprends en fait qu'on peut passer à l'action à n'importe quel moment. Et merci pour tout ce que tu fais. Et donc, bon, voilà, pour me présenter, je m'appelle justement Ralph Kevin. Et donc, là, j'ai 28 ans. Et ça fait quoi? Ça fait 6 ans et demi que je travaille en fait en finance de marché. D'accord. Donc, tu peux nous dire un peu ton background, c'est-à-dire d'où tu viens au Cameroun, ce que tu as fait c'est vrai. Et donc, au lycée, au collège, à la fac, voilà. Juste un peu pour on peut avoir un aperçu, quoi. Ah, ça peut intéresser. C'est vrai, c'est important. En effet, ce qui s'est passé, quoi, c'est que je vais commencer à lâcher la maternelle, je pense. Ça peut aussi. Bon, plus sérieusement, j'ai fait à peu près 5 écoles primaires parce qu'on déménageait beaucoup. Et donc, ça fait que j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de monde. Et après ça, je suis allé au collège. Et donc, sur le collège, enfin, il s'appelle lycée, je pense aussi. Bon, au collège. Et donc, le collège Jantabi. Franchement, j'y suis allé, c'était un peu de chance, quoi. C'est-à-dire, je n'étais pas conscient du fait de l'importance de l'orientation. D'accord. Bon, voilà, ma maman à l'époque, elle était conseillère d'orientation. Donc, elle tenait beaucoup, mais personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Je me dis, mais pourquoi ne pas aller voilà, au bout de la rue, je vois une école, pourquoi ne pas y aller Et plus tard, j'ai commencé à comprendre pourquoi c'est important de bien respecter son orientation et bien analyser ça. Et donc, finalement, je suis à Jantabi. Et parce que là, je vivais au Omnisport, en fait, à Fandena, à côté du stade Omnisport. Et donc, je suis à Jantabi, c'était, voilà, c'est quoi, c'est à peu près 5-6 km de la maison. Et donc, j'ai fait du 6e en terminale à Jantabi. Après quoi, bon, j'ai fait beaucoup de sport-études. À partir de la 3e, je faisais beaucoup de basket. Et il y a un moment, en fait, je me disais, bon, voilà, j'allais peut-être avoir une bourse pour aller jouer aux États-Unis, comme certains de mes coéquipiers. Comme Embiid. Oui, j'ai joué avec lui, hein. J'ai joué avec lui.
En fait, à l'époque, il était dans mon équipe. Parce qu'en fait, il était même derrière moi dans mon équipe. C'est-à-dire, je jouais mineur et lui, il jouait, oui, il est grand de taille, quoi. Il était grand comme maintenant, là, il faisait 2 mètres et quelques. Il était derrière moi. En fait, derrière moi, j'ai en pleine promotion, quoi. Donc, au finish, ça ne s'est pas fait. Et je suis finalement à la prépa Vogt. Parce que mes parents étaient convaincus que c'était très important d'aller à l'étranger pour s'inspirer d'autres choses que ce qu'on voyait au pays. Moi, on a fait Polytech, j'ai fait au prépa Vogt. Finalement, j'ai fait jusqu'au bout. Après quoi, voilà, j'ai dû travailler, j'ai dû voyager. Et donc, je suis allé en France, où je vis actuellement. Et donc, j'ai choisi Rouen et Sigélec. D'accord. Donc, c'est une école d'ingénieur tout à fait normale, quoi. Ok. Donc, en gros, tu as une formation d'ingénieur et tu te retrouves à faire la finance de marché. Tout à fait. Donc, en fait, voilà, la finance de marché, on aurait tendance à se dire que ce n'est pas pour les ingénieurs, que c'est pour les gens qui ont fait de l'économie, que c'est pour les gens qui ont fait, je sais pas, des sciences un peu moins dures que, moins dures que les maths ou la physique, par exemple. Imagine que tu as un background d'ingénieur technique, voilà, physique, électronique, mais là, tu es dans la finance de marché. Donc, déjà, c'est quoi la finance de marché, là? C'est quoi la finance de marché? Ça, c'est une très bonne question. Bon, avant d'arriver à la finance de marché, on va parler de la finance. La finance, c'est vraiment tout ce qui touche vraiment chez moi, à tautologie, au financement, c'est-à-dire tout ce qui touche vraiment à l'apport de cash pour faire découler une activité. Et donc, comme je dis souvent aux gens, quand quelqu'un me dit ouais, je travaille dans la finance, ça veut rien dire la finance. Il y a autant de finance que de sport, quoi. C'est-à-dire, tu as la finance de marché, tu as la finance d'entreprise, tu as tellement de finances. Et même la finance de marché, j'ai encore des subdivisions. Donc, c'est très, très vaste la finance. Bon, maintenant, la finance de marché, en fait, c'est un espace qui a été généré, qui a été créé pour pouvoir mettre en phase les personnes ou entités. Personnes, quand je dis personnes, c'est des personnes physiques, voilà, toi et moi, personnes morales comme une entreprise. Et donc, c'est vraiment un espace qui a été créé pour mettre ces personnes-là en face, pour confronter l'offre et la demande, c'est-à-dire la demande de capital et l'offre de capital qui se traduit sous forme d'épargne. D'accord. En gros, très rapidement, c'est comme ça qu'on peut définir ça. C'est vraiment un espace qui était créé pour mettre en face les agents à besoin de financement, c'est-à-dire les personnes qui ont besoin de cash, et les agents à capacité de financement, les gens qui ont de l'épargne déposée quelque part. Donc, en gros, les ménages qui déposent leur argent dans les banques, les entreprises. Par exemple, aux États-Unis, jusqu'aujourd'hui, la plupart des ménages, voilà, ils ont en général, on va dire 80-90% des ménages, ils ont des comptes titres, vraiment, ils investissent vraiment en bourse, quoi, parce que derrière leur capacité d'épargne, ils se disent, au lieu que ça reste là chômé, en fait, c'est mieux que j'investisse dans l'économie. Je vais investir dans une entreprise auquel je crois, pour que derrière, il découle et tout. Ok, d'accord. Donc, ok, je vois. D'accord. Et du coup, c'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le nom de ton poste dans la finance de marché? C'est quoi en tant qu'ingénieur avec ton background technique, là, imagine tu es bon en maths, physique, info, c'est quoi le nom de ton métier en finance de marché? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Aujourd'hui, parce que le nom de mon métier, en fait, là, a beaucoup évolué. Il n'a pas choqué celui que j'ai aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, concrètement, voilà, c'est analyse quantitative. Analyse quantitative. Donc, c'est pointe. C'est ça, pointe. Mais en fait, justement, il y a plusieurs pointes. C'est-à-dire, en fait, tu as des pointes qui sont. Avant qu'on arrive là, je pense que c'est important d'abord qu'on définisse un peu c'est quoi. Bon, on parle de la finance de marché. Je propose qu'on définisse un peu c'est quoi l'infrastructure qui est en finance de marché. Pour qu'on voit comment ça se situe. Ouais, ça peut être intéressant. J'espère que ce ne sera pas très lourd, mais bon, à mon sens, c'est important qu'on le fasse. Donc, tu essaies de décomposer un peu, que ce ne soit pas trop compliqué à comprendre. Tout à fait, tout à fait. Non, on fait ça très vite là. C'est que, je ne sais pas si tu vois mon tableau, si je le vois, c'est bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va rapidement dessiner quelques blocs, histoire que ce soit visible pour tout le monde. En finance de marché, tu as plusieurs parties, mais là, en fait, tu as une grande boucle. Une grande boucle qui met en place les gens qui ont des besoins et les gens qui ont du cash. Donc, agent à besoin, on appelle ça ABF et ACF, capacité d'épargne, c'est ça? Ouais. Capacité de financement, ouais, ACF. Donc, d'une part, il y a des gens qui ont de l'argent, qui épargnent de l'argent, d'autre part, il y a des gens qui ont besoin de l'argent, qui viennent se ressourcer. Donc, tout de suite, je vais très vite dessiner ça et puis je montre ça à l'écran. Bon.
Ça, c'est une simplification grossière de ce qui se passe, mais c'est pas mal déjà. Je ne sais pas si ça se voit. Hein. Voilà, ça se voit. Je vois déjà je vois AB, ok, je vois, c'est clair. Très bien. Donc, bon, voilà, là, tu as agent de besoin de financement, capacité de financement. Donc, ce sont des personnes qui ne se connaissent pas forcément et qui, en fait, sont vraiment. Cette entité-ci, c'est l'entité qu'on peut appeler, en fait, c'est comme ça qu'une banque, par exemple, se présente. Et donc, une banque peut être soit à besoin, soit à capacité de financement. Parce qu'elle peut soit prêter de l'argent, soit emprunter de l'argent. D'accord. Et donc, une fois que derrière, la banque est designée comme ça, la banque, en fait, elle a 3 niveaux. Front office, middle office, back office. Donc, concrètement, front office, c'est là où on voit souvent ce qu'on appelle les traders. Ils font derrière passer des ordres. Bon, voilà. Là, je pense qu'il y a une vaste cinématographie qui est décrite. Entre le Wall Street, le Big Short et consorts. Donc, voilà, c'est vraiment là que ces personnes sont. Plutôt le middle office qui suivent derrière transactions que le front office a fait. Et tu as le back office qui derrière se rassure que ce qui est décidé là arrive vraiment à échéance. Ouais. Et donc en général, une banque, elle va travailler avec ce qu'on appelle un broker. C'est un courtier en quelque sorte. Et donc tu as des brokers qui sont des brokers électroniques ou des brokers qui sont des brokers, on va dire, des personnes. C'est-à-dire parfois c'est le téléphone, parfois c'est en ligne. C'est-à-dire parfois, des traders, ils s'appellent au téléphone pour dire oui, j'ai besoin de je sais pas quoi. Allez, j'ai besoin, par exemple, que tu me prêtes, disons, 1 milliard. Et par exemple, bon, voilà, je peux, par exemple, te passer telle participation dans telle entreprise. Et donc, c'est à ce niveau que ça se discute. D'accord. Le broker, il n'est pas dans la banque. Pardon, non, du tout. C'est vraiment. En fait, lui, il est vraiment dans le marché, lui. Le broker. C'est vraiment lui qui fait le marché, en fait. D'accord. Et c'est chez lui qu'on voit les ordres d'achat, les ordres de vente et qu'il y a la confrontation. Ok, en gros, c'est le carnet d'ordre en fait. En gros, tout à fait. Le carnet d'ordre, vraiment, c'est vraiment pas le broker. Okay. Et donc, le broker, concrètement, lui, il va prendre plusieurs offres et demandes, les aligner, les faire matcher. Et dès qu'il les fait matcher, il envoie ça dans le post-marché. Et du coup, c'est là. Post-marché. Post-marché, c'est soit c'est de gré à gré. Donc voilà, ils se connaissent et ils savent qu'ils vont le faire et ils ont confiance en eux-mêmes. Donc c'est un peu comme ils sont au black, comme on dit entre guillemets. Au noir, quoi. Au noir, ouais. Et après, tu as aussi la CCP, et du coup, la chambre de compensation. Chambre de compensation, oui. Ça. Elle va recevoir l'ordre qui était matché, c'est-à-dire la demande et l'offre qui sont rencontrées. Qui s'accorde. Tout à fait. Elle va prendre ça et elle va conserver l'argent d'un côté, le titre de l'autre. Et enfin, elle va garder les contreparties de chacune des parties et elle va en fait faire des analyses du risque pour s'assurer que entre le moment où ils ont dit qu'ils vont le faire, le moment où ils doivent le faire, il n'y ait pas en fait un incident. D'accord. Et s'il y a un incident, ils vont dédommager en fait la partie qui n'a pas eu l'incident. Donc en fait, la chambre de compensation se place un peu comme une sorte de garantie pour assurer tout à fait. Raison des produits achetés ou vendus. C'est pour ça que en fait, il y a deux parties. Il y a les marchés de gré à gré. Donc, voilà, on se connaît, on travaille ensemble d'habitude. Le marché organisé, du coup, c'est la CCP. La chambre de compensation. Et après, ça passe en fait par ce qu'on appelle le CSD. Juste on peut remonter ta figure, remonter un peu ton image pour voir en bas. Oui, pardon. CSD, d'accord. Et donc, le CSD, en fait, c'est Central Security Deposit. En gros, c'est en fait un organisme qui sait tout ce qui existe sur le marché comme titre dans un État. D'accord. Donc, il y en a souvent plusieurs, il y en a au moins un par État. Parfois, ça peut aller jusqu'à 2, jusqu'à 3. Mais c'est des organismes qui sont vraiment centraux, qui vont conserver en fait les différents titres qui existent. Ils vont savoir que oui, aujourd'hui, total, son capital de, je vais dire une bêtise, disons 2 milliards, enfin j'exagère, c'est beaucoup plus que ça, 2 milliards est éclaté allez, on va dire en quoi, en 2 millions de titres de chacune de valeur 2 milliards divisé par 2 millions. Okay. Donc, concrètement, et en fait, c'est comme ça. En fait, c'est vraiment le CSD qui sait tout. Et il sait qui a quelle participation dans le. Comment se dit? Qui a quelle participation dans l'entreprise. C'est vraiment lui qui sait. Et donc, maintenant qu'on a dit ça, on a vu un peu les grandes rubriques qui existent. D'accord. Et une fois que l'ordre revient là, il revient de back office qui confirme bien au front office que non, c'est bon, nous on a reçu tout.
et le middle office qui fait les contrôles peut s'arrêter de faire les contrôles sur la transaction qui est passée. Donc ça c'est quelque part le cycle de l'ordre. Le cycle de l'ordre, tout à fait. C'est ça. Et donc toi, à ce niveau, où est-ce que tu te trouves justement par rapport à tout ça? Par rapport à tout ça, j'ai commencé là. J'ai commencé au middle office. Enfin, j'ai commencé middle office, back office. J'ai fait les deux en même temps. D'accord. Après, j'ai évolué, passé au front office à un moment donné. Après, j'ai basculé. Après, je suis en CCP. Et tu avais quoi comme tâche dans toutes ces positions-là? C'était quoi ton job? Ouais, c'est très important ce que tu demandes. Et donc, au début, quand j'ai démarré, en fait, parce qu'il faut rappeler que voilà, j'ai démarré comme ingénieur. Et j'ai fait une analyse parce que j'ai commencé en fait à bosser en 2014, 2013, c'est ça. Donc, c'était pas très longtemps après la crise de 2008. D'accord. Et durant mon cursus à l'école, on nous faisait comprendre déjà qu'attention, là sur les marchés, ça devient de plus en plus serré. Ouais, en termes d'offres. En termes d'offres, effectivement, ça devenait vraiment serré. Les salaires étaient pas si hauts que ça. Hein. C'est-à-dire, j'ai bien vu l'augmentation des salaires durant les 3 dernières années. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait en 2013. C'était vraiment chaud. Et il y avait beaucoup de parties de l'économie qui étaient à terre, en l'occurrence l'immobilier, enfin, tout ce qui est même, tout ce qui est aussi du circuit transport avec des voitures, avec des automobiles, franchement tout à terre. Enfin, pas à terre, mais vraiment, c'était vraiment à terre, quoi. Et c'était partout dans le monde. Et donc, à l'école, on fait comprendre, attention, vous partez en tant qu'ingénieur financier, et là où vous allez aller, en fait, il y a une compétition rude, parce qu'il y a d'autres écoles d'ingénieurs, il y a des gens qui ont fait un cursus plutôt l'école de commerce, il y en a qui ont fait des écoles vraiment spécialisées après, c'est-à-dire, ils ont fini l'école d'ingénieur, après ils ont fait une école de trading, après ils sont revenus. Et donc, par rapport à tout ça, il fallait qu'on soit très vigilant. Et du coup, ils nous disaient en fait, bon, heureusement pour vous, vous êtes dans un cursus en fait qui vous donne le choix. Et maintenant que vous savez ça, il faut travailler sur vos profils de manière compétitive. Et pour ça, il nous a dit, bon voilà, ce qui est à la mode, je parle bien en 2013, donc ce qui est à la mode, c'est ce qu'on appelle les salles blanches. Les salles blanches, c'est quoi? C'est en fait toute une salle dans laquelle tu as 2-3 traders, c'est le front office, hein. Tu as 2-3 traders et tout le reste, ce sont en fait des machines. On s'est rendu compte qu'il est important qu'on acquiert des compétences pratiques. D'accord. Et donc, on a commencé à être en fait 50% développeurs, 50% fonctionnels. D'accord, je vois. Ok. Et avec, enfin bon, 30% fonctionnels, 30% développeurs et 30% mathématiques, plus exactement. Donc, c'est ça. Et avec la marge d'erreur qui reste pour la partie information, donc c'est-à-dire se documenter tout le temps pour être à jour. Donc, il fallait apprendre aussi en fait les différents langages qui passent bien des entreprises, le VBA. À l'époque, Python et c'était pas trop ça, c'était plutôt VBA, c'était à la mode, SQL, les choses comme ça. Il fallait être à jour dessus. Et après, voilà, vraiment s'intéresser à des domaines bien précis et foncés. Et donc, j'ai dans monté ma stratégie, je me suis dit, je vais postuler une boîte qui fait les deux. Qui fait à la fois l'informatique et la finance. Et donc, il s'agissait en fait de chercher un éditeur. Soit un éditeur, soit un organisme central qui a une grosse informatique et qui a besoin des gens qui comprennent à la fois l'informatique et la finance. C'est-à-dire qui sont capables vraiment de parler des langages, quoi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que voilà, je suis chez un éditeur de logiciels qui propose en fait un soft qui gérait toutes ces parties-ci dans diverses banques. Donc, c'est comme ça que voilà, je suis passé chez plusieurs banques. Tu as BNP, tu as Rothschild, tu as Natixis, on s'en fait passer à beaucoup d'endroits, et même chez des assureurs. Et du coup, à chaque fois, tu travaillais toujours dans une des trois rubriques ici. Donc, tu travaillais soit au back-office, donc tu faisais tout ce qui est gestion de comptes, des choses comme ça, récupération de titres. Middle office, tu travailles sur tout ce qui est contraintes, tout ce qui est analyse de position d'un trader et autres. Front office, tout ce qui est passage d'ordre, tout ce qui est contraintes, passage d'ordre, tout ce qui est cycle de l'ordre, tout ce qui est communication avec le broker. Et donc, ça m'a permis de bien comprendre l'infrastructure et aussi de bien comprendre les différents produits qui existent. Les produits, l'infrastructure, le métier. Effectivement. Donc, parce qu'en fait, dans le métier, voilà, tu as plusieurs parties du métier. Tu as la partie infrastructure, comprendre bien en fait, avec qui est-ce qu'on travaille, comprendre quel est le besoin de chacune des parties, comprendre quelle est la réglementation et comment est-ce qu'elle évolue et qui fait évoluer la réglementation. En l'occurrence, bon, là, c'est l'ACPR et l'AMF.
Et après ça, il faut aussi bien comprendre, en fait, comment est-ce qu'on peut évoluer avec ça, quoi. C'est-à-dire, c'est bien de comprendre tout ça, mais où est-ce que, après avoir fait ce cursus, j'ai passé quoi? J'ai passé 2 ans et demi, non, 3 ans, 3 ans après. Oui, 3 ans, j'ai passé 3 ans chez cet éditeur-là. Ça fait 3 ans et demi plus mon stage. Et donc, après ça, je me suis dit, bon, là il est temps de devenir encore plus fonctionnel. Et donc là, j'ai bougé, je suis allé en banque centrale, et du coup, en tant qu'opérationnel, parce que bon, j'avais déjà travaillé sur plusieurs marchés différents, et j'avais une bonne compréhension des produits. D'accord. Et donc, je me suis dit, bon, là, je vais là-bas, maintenant, pour bien développer ma fibre professionnelle, parce que le truc, c'est qu'il fallait s'insérer. Et pour moi, le chemin le plus rapide pour m'insérer, c'était de me dire, bon, on va passer par la partie informatique, tout en disant, je comprends bien l'informatique, je comprends bien la maths, je comprends bien la finance. Mais on va continuer à bosser sur le niveau de finance. Et parce qu'en fait, avant, il y avait ce qu'on appelle l'école de la banque. Bon, ça a disparu. Ça fait que typiquement, toi qui arrives en tant qu'ingénieur, qui te manque tout ce bagage économique et bancaire là, qui te manque. Et donc, pour ça, voilà, il fallait travailler. Il fallait avoir de l'expérience. Donc, c'est du travail de côté, quoi. C'est du travail perso. Pas pour le travail perso, et aussi en fait, un ciblage d'expérience professionnelle. C'est-à-dire, j'ai rarement pris une mission au hasard. Au hasard. En fait, tous les livres, ça ne m'est arrivé que quand j'étais en stage. De prendre une mission au hasard. Mais sinon, la mission était toujours bien ciblée. Comme c'est important de choisir ses stages de manière vraiment très, très bien réfléchie. Oui, tout ça c'est du calcul. Formation de manière générale. Tout à fait, tout ça, c'est du calcul. Parce qu'en fait, si c'est que tu fais le calcul, à la fin, tu as un résultat aléatoire. Mais si tu as un objectif bien clair, tu te dis, bon, voilà, c'est pas quoi, allez, il faut que, c'est pas quoi, à 35 ans, j'ai minimum 100 000 euros par an. Bon, je dis, c'est un chiffre. Hein. Un chiffre, tout à fait. Ouais. Ou que, voilà, avant mes 30 ans, il faut que je sois minimum à 70 000 ou à 60 000, je sais pas. C'est une fois une question de chiffres. Ou que, voilà, que je sois manager, que j'ai telle personne dans mon équipe. Ça, derrière, une stratégie qui va avec, quoi. Et donc, ma stratégie, c'était de passer par le monde de l'édition. Parce qu'à cet endroit-là, j'étais assez bon pour être un développeur, donc je pouvais parler aux développeurs. Et après, j'ai eu une occasion à la Banque centrale. C'est que. Donc à la chambre de compensation, notre. C'est ça. C'est ça, une compensation, souvent. C'est ça, la Banque centrale de compensation. Et donc, en France, j'entends. Et donc, quand j'y suis allé, je me suis rendu compte que il y avait du personnel et il y a aussi un service dans lequel je n'avais jamais travaillé. Le service risque. Le service risque? Oui. OK. Et donc, je me suis rendu compte que le service risque a fait, voilà, il travaillait sur les appels de marge, il faisait des calculs dans tous les sens. Et là-bas, il y avait des gens qui parlaient des choses qui m'intéressaient et que je comprenais aussi. Bon, voilà, il parlait tout ça, il parlait que de maths, quoi. C'est-à-dire, ça parlait du chiffre toute la journée. Et donc, intellectuellement, ça devait être bien challengeant. Tout à fait, tout à fait. Attention, ça ne veut pas dire que la partie opérationnelle n'est pas challengeante. C'est challengeante. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Par contre, à partir de ce niveau, je commence en fait à avoir une récurrence qui te fatigue. Tu peux la réfléchir parce que tu commences à avoir une expérience. Et du coup, voilà, cette partie m'intéressait. Je me dis, ah oui, ça c'est bien, ça colle avec ce que je voulais faire vraiment. C'est-à-dire, parce qu'au début, je me suis dit, bon, voilà, il fallait peut-être qu'il devienne trader. Mais après les divers conseils que j'ai eus et après le fait que voilà, j'ai analysé la crise de 2008, je me suis rendu compte qu'on a commencé à licencier des traders, fait ça blanche, j'ai annulé ce projet-là. Je me suis dit, bon, on va plutôt faire tout ce qui est conseil, tout ce qui est gestion de patrimoine peut-être sur la fin, et faire aussi peut-être chef de projet et aussi business analyst. J'ai commencé en fait à avoir plusieurs rôles qui me venaient en tête là. De toute façon, ça me suffit. J'ai pas besoin de faire plus que ça pour aller vers mes objectifs financiers. D'accord. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais Ralph, là, tu as une occasion de rencontrer des gens qui parlent de ce qui t'intéresse depuis longtemps, à savoir faire des calculs dans tous les sens et vraiment être dans le marché, on va dire. Utiliser aussi le maximum de ton potentiel parce que tu imaginais avoir un potentiel que tu n'utilisais pas forcément. Mais c'est très frustrant. Et donc aujourd'hui, tu es à la banque centrale de compensation et du coup, tu es compte, c'est ça? C'est ça. Donc, tout ça c'est bon, c'est pas fini parce que tout ce que j'ai appris par le passé m'aide toujours aujourd'hui. À la banque centrale de compensation, voilà, il y a des. On continue à avoir des clients. Les clients, pour nous, c'est quoi? Ce sont les grandes banques, là. Les Société Générale, tout ce monde-là. En fait, toutes les grosses banques françaises et étrangères, ce sont nos clients. Donc, c'est à elles qu'on répond aujourd'hui. Donc, cette expérience du service-là m'a toujours servi. Ça fait que
je sais en fait maintenant, typiquement, qu'il y a des niveaux d'information à donner aux clients. Tu as des niveaux très techniques, il s'en fout. Lui, il veut vraiment que son problème soit résolu. Lui, il faut apprendre à lui répondre et apprendre vraiment à voilà, quoi, être concis vis-à-vis de ce qu'il demande. Et donc, aujourd'hui, je travaille à un endroit là où, voilà, quand il y a un incident, enfin, quand il y a une demande de ce style-là, il faut être très rapide. Très rapide. Et pourtant, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Donc, il faut être mesuré dans ce qu'on fait. Il faut être mesuré dans ce qu'on fait. Donc, aujourd'hui, voilà, ce que mon travail à moi, c'est quoi? C'est vérifier que les algorithmes qui ont été designés sont bien implémentés. Et donc, pour ce, voilà, je construis des routines en SAS, en R, et je me rassure en fait que ce que le soft fait est en phase avec ce que moi aussi j'aurais fait si j'avais fait l'algo moi-même. Et puis, je design aussi des cas, des cas de portefeuille, et pour avoir en fait, mon travail à mon vue, c'est vraiment d'évaluer les différents cas possibles qui existent et m'assurer que tous les cas qui existent là, en fait, sont bien couverts et que l'algo répond comme il faut répondre. En gros, tu fais des simulations différentes, tu fais des Exactement. Donc, aujourd'hui, en fait, pour faire rapide, parce que j'imagine que ceux qui vont sur l'interview ne sont pas tous initiés à la finance. La finance, ou bien en mathématiques, ou bien algorithmique. Exactement. Et donc, aujourd'hui, en fait, à chaque documentation, le boulot, comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment de s'assurer qu'il n'y ait pas de défaut. C'est-à-dire, si par exemple, Joachim et moi, on s'entend pour se vendre, allez, disons, se s'habiller ici, par exemple. On dit, j'ai Joachim, bon, voilà, dans 2 semaines, tu passes se s'habiller ici. Et tu me passes peut-être, on va dire quoi, 100 euros. Tu me prêtes 100 euros. Et dans 4 semaines, c'est-à-dire 2 semaines plus tard encore, je te remets tes 100 euros plus un intérêt et tu mets mon sablier. Donc, le travail aujourd'hui, c'est rassurer en fait que, entre le moment où on a décidé de faire cette transaction-là, de faire cet échange-là, ni Joachim, ni moi, ne tombons en fait en faillite, c'est-à-dire ne puissions honorer notre engagement. Pour ce, on va évaluer en fait la capacité à Joachim, la capacité qu'a Joachim à tenir cet engagement-là. Et donc, ça se décompose en fait en une dizaine de risques différents sur le marché. Et donc, tu as tout ce qui est risque de concentration, risque initial, risque de variation des prix. À la fin, tu en as comme ça une dizaine. Et donc, tout ça, ça se traduit en marge. Donc, on appelle ça en fait des marges chez nous, quoi. Et donc, ça, c'est des choses qui sont calculées tous les jours et qu'on va prendre chez la personne qui a lancé l'opération pour s'assurer que si jamais demain tombe, l'argent qu'on a récupéré avec les marges là peut nous permettre de dédommager la personne ou bien de partir sur le marché, acheter le titre, rembourser ou bien de. En tout cas, c'est pour garder l'équilibre. Et dès qu'une personne n'arrive pas à payer ses marges, ça veut dire qu'elle est en défaut. Et à ce moment, on arrête tout avec elle. Et surtout les marchés. Donc, il n'y aura pas de livraison de produits à la fin, quoi. Ben, c'est ça. Donc, si elle peut pas faire, s'il y a un jour où elle ne peut pas payer ses marges, ça veut dire qu'il y a des chances qu'elle ne puisse pas payer, elle ne puisse pas honorer sa transaction à la fin. Et donc, on coupe tout. Et on va. Enfin, elle a un délai quand même. Elle a genre. Elle a 1 semaine et quelques. Non, 2 semaines, excusez-moi. 2 semaines à peu près. Et au bout de certains temps, on se rend compte qu'elle ne peut vraiment pas. L'argent qu'on a récupéré avec les marges là, c'est pour les défauts et tout. On va aller sur le marché, acheter les titres s'il faut, ou on va donner du cash en fait à la personne qui est censée recevoir le cash à la fin. Donc, grosso modo, c'est un peu ce qu'on fait toute la journée, quoi. D'accord. Et ça, c'est plein de calculs. Et donc, il y a des contreparties qui sont souvent en défaut. Ça arrive. Jusqu'ici, très heureusement, non. Et ça a quelque chose que vous faites. Ouais, non, ça arrive. Typiquement, la crise de 2008, c'était ça. Hein. C'était des défauts. Oui, je vois. Mais des défauts d'emprunteur plutôt. Pas des défauts à ce niveau-là. Bon, parce que les membres a fait un défaut et tout. Mais voilà quoi. Ok. Donc, je comprends bien alors sur la rubrique de ton métier. En fait, c'est un métier, en tout cas le métier de compte en général, c'est un métier qui peut être plus axé développement, plus axé mathématiques. Donc, en fait, il doit avoir des dérivés du coup dans ce métier-là. C'est-à-dire, il doit pas avoir une fixette juste sur la partie codage, développement. Il peut aussi avoir des dérivés sur la partie un peu plus mathématique, non, j'imagine. Enfin... Bien sûr, totalement. En fait, c'est que le métier de compte, tu as plusieurs comptes. Hein. C'est-à-dire, tu as. Ah, j'ai effacé, excusez-moi. Bon, du moins, tu as des comptes qui travaillent là, au front office. Voilà, tu peux montrer un peu, voilà. Tu as des comptes aussi qui travaillent au middle office souvent. En général, bon, c'est à peu près les mêmes qui travaillent aux 2 endroits. Tu as des comptes qui travaillent à la partie CCP. Donc, où tu es là, où tu es actuellement. Tout à fait. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ces comptes-là, ils n'ont pas tous en fait le même métier.
Tu as des quants qui travaillent typiquement au chevet du trader, enfin, au chevet, qui travaillent vraiment main dans la main avec le trader. Parce que le trader, il ne travaille pas seul. Hein. Il a un desk. Voilà, il y a 4-5 personnes là. Tu as des développeurs commandos qui font des codes très rapidement. Tu as des analystes de risque qui sont aussi des quants. Et tu as des analystes qualitatifs. Donc, tu as un analyste quantitatif qui va faire des analyses chiffrées, des mesures de risque, des mesures de probabilité de réalisation des événements. Un analyste qualitatif qui va lui processer l'information, qui va lire, qui va écouter le journal, qui va faire des choses comme ça, et on va tout pondérer ça et donner ça au trader. Et à la fin, tu auras des quants qui sont plutôt des quants IT, entre guillemets, qui eux vont passer en fait de tout ce qu'on a raconté là au modèle mathématique et implémenté au format informatique. D'accord. Donc ça, c'est divers quants. Okay. Et typiquement, aujourd'hui, je suis à cheval entre deux, quoi. C'est-à-dire, je suis aujourd'hui, entre guillemets, IT quant et aussi quant validateur. C'est-à-dire, aujourd'hui, je valide des modèles et je développe aussi des modèles pour croiser, quoi. Pour croiser, en fait, avec des machines existantes, pour voir à quel point quels fonds peut être juste. Du coup, parfois, par exemple, je vais peut-être exagérer, je vais peut-être prendre une transaction qui s'étale sur 40 ans, pour voir comment ça se comporte. Je vais, par exemple, utiliser en fait des scénarios bien précis. Donc, je vais, par exemple, stresser des portefeuilles, des choses comme ça, quoi, qui vont permettre de voir vraiment si... qui peuvent résister à des stress, quoi, des situations comme de coronavirus, ou bien les situations de la crise de 2008, par exemple. Ouais, bon, typiquement, ça aujourd'hui, bon, ça, c'est pas moi qui design ces cas-là. Ces cas-là, ils sont designés par des personnes en amont. Mais oui, eux aussi, en fait, ils sont des points. Ils génèrent, en fait, des conditions. Ils génèrent des scénarios. Des scénarios que je récupère. Et après, moi, je vais récupérer ces scénarios-là et je vais déformer les portefeuilles. Et je vais mesurer l'écart. Et cet écart va pas me servir de marge. On s'en compte que, bon, voilà, si aujourd'hui, ce cas-là réapparaît, le modèle qu'on a n'est pas bon. D'accord. Ou la machine ne sait pas bien gérer ce cas-là. Et à ce moment, voilà, on va faire des ajustements dans le sens et tout. Donc, en gros, c'est un métier qui est, enfin, je le trouve passionnant. C'est très passionnant, ça a l'air très... En fait, tu sais pas quelle chose tu vas manger le matin, tu vois. Même qu'il n'y a pas trop de routine, ça c'est sûr. Non. Enfin, la routine, tu l'as à quel moment? Tu l'as quand tu touches aux algorithmes, en fait. Sauf que, bon, de plus en plus, les algorithmes, on les touche tout le temps. Parce que les gens en fait, ils passent à des mesures qui sont plus réactives vis-à-vis du marché. Ça fait que très souvent, il faut revoir les algos si c'est bien implémenté. Et aussi, souvent, c'est aussi des problèmes informatiques qui existent, quoi. C'est-à-dire, tu as des cas bidons qui semblent improbables, qui arrivent. Quand ça arrive, tu rends compte l'impact que ça a. Ça te crée des erreurs incroyables sur tes calculs. Et voilà, quoi. En gros, chaque matin, voilà, tu ne sais pas quelle chose ça va marcher. D'accord. Et donc, pour ce qui est de ce métier-là, pour ceux, enfin, les ingénieurs, les étudiants à dominante scientifique qui nous suivent, qui veulent justement s'orienter dans le métier peut-être de la finance et qui veulent peut-être être quant, appliquer les mathématiques, appliquer l'informatique à la finance des marchés, voilà. Est-ce qu'il y a une voie royale, par exemple, en France, mais une voie royale même de manière générale pour exercer ce métier-là? Est-ce qu'il y a des études qu'il faut faire en particulier? Moi, toi, tu nous as dit que tu as fait des études d'ingénieur, on c'était plus ingénieur, un peu plus informatique que technique. Mais est-ce qu'il y a des voies royales, des métiers, des matières à dominante qu'il faut choisir pour pouvoir vraiment s'assurer de pouvoir poursuivre dans ce domaine-là, de la finance de marché, en particulier le métier de quant? Pour ce métier-ci, de ce que j'ai vu, en fait, parce que bon, je suis côtoyé d'autres quants qui viennent un peu de partout. Et donc, pour ce métier, pour pouvoir vraiment être certain d'arriver à ses fins, il ne faut pas négliger maths, info. Et dans une certaine mesure informatique. Dans une certaine mesure, excuse-moi, physique, j'entends. Parce qu'en physique, la physique, on apprend à partir du collège, de la terminale, en deuxième année, pour ceux qui ont fait les prépas ou ceux qui sont en troisième année, pour ceux qui sont à la fac. C'est une physique, en fait, qui est souvent en avance de mathématiques. C'est-à-dire... un peu comme la physique quantique. Des choses comme ça, effectivement. C'est-à-dire, moi, je me souviens encore, quand j'étais encore en prépa, on nous parlait des équations de la chaleur, des choses comme ça. Je me disais, bon, voilà, c'est bien. L'équation de la chaleur, à quoi ça me sert? Mouvement brownien, à quoi ça me sert? Je ne voyais pas à quoi ça me sert, mais c'est intéressant. Très intéressant. Et quelques années après, je me rends compte, en fait, que la finance aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que le métier de quant, c'était un métier qui était créé dans les années, c'était quoi? 70 par là. Et donc, c'est un métier, enfin, c'était vraiment un métier à partir de 70. Parce que ce qui s'est passé, quoi, c'est que les gens qui étaient en fait en doctorat en physique et qui n'avaient pas fait des découvertes incroyables,
à un moment donné, elles s'arrêtaient de faire la physique et elles allaient en finance. Parce qu'en finance, tu avais des mouvements entre guillemets aléatoires et tu peux transposer des modèles physiques en finance. Exactement. Énormément de modèles qu'on utilise en fait proviennent tout droit de la physique. Notamment ce dont tu as parlé tout à l'heure sur l'équation de la chaleur, justement. Oui, totalement. C'est également utilisé en finance de marché. Exactement. Ouais. Ok. Et donc, en fait, c'est vraiment axé information sur les mathématiques, l'informatique, quoi. Mathématiques, informatique, et pour ceux qui peuvent la physique. Ouais. Donc, ça va vraiment donner un bon background, un bon point de départ. Tout à fait. Et après, ça, bon, effectivement, après, il va falloir faire des choix. C'est-à-dire, quand tu fais une école d'ingénieur, il va te rassurer quand même que ton école soit consistante en termes de mathématiques. Parce qu'en fait, la mathématique est aussi très vaste. Analyse, algèbre, statistique. Parce que typiquement, dans mon parcours, je n'ai pas fait de statistiques en fait. J'ai fait statistiques après avoir fini mon école d'ingénieur. Enfin, j'ai fait statistiques. Pratiquement tout le monde a fait des variances, des trucs comme ça, des moyennes. Tout le monde a entendu parler d'un jour de la normale, mais. Ouais, mais pas en profondeur. Vraiment, faire la statistique, c'est-à-dire utiliser les théorèmes, tout ce qui est loi de grand nombre, tout ce qui est les inégalités Jensen et consorts. Ça derrière, ça commence à devenir. C'est niveau 3e année de licence, quoi, stat. Et ça derrière, c'est très, 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 très important. D'accord. Et ok. Donc en fait, c'est ça, c'est statistique, mathématiques, probabilité, tout ça, des trucs comme ça. Tout à fait. En général, quand tu fais statistique avancée, entre guillemets, forcément, probabilité, c'est induit. C'est-à-dire, on parle de la probabilité pour généraliser. On fait d'abord tout ce qui est descriptif. Après, on passe à tout ce qui est inférence. Donc, on commence en fait à généraliser, à faire de la prédiction. Ça, derrière, c'est la statistique. D'accord. Ok, intéressant. Mais justement, en parlant de statistiques, vis-à-vis du métier de quant, en fait, c'est-à-dire, on voit aujourd'hui l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas, la science des données, tout ça, et même des étudiants aujourd'hui, même moi, dans mon cas, hein, ça me concerne, parfois je me pose la question de savoir, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me rends plus vers la science des données, l'IA? Est-ce que je me rends vers la finance? Voilà, parce qu'on se dit, bon, la finance, je vais faire la finance, c'est bien, ça paye peut-être bien, tu peux faire des maths, tout ça, mais qu'est-ce qu'il faut choisir? Et justement, je me pose la question de savoir, c'est quoi le futur du métier de quant? Qu'est-ce qui va dominer? Comment ça va être impacté avec l'intelligence artificielle, avec la science des données, avec tout ça? Comment ça va se passer en fait? Comment ça se passe même déjà aujourd'hui? Tout à fait. C'est une très bonne question, ça. Et d'ailleurs, je dois souligner que c'est cet événement-là qui a facilité ma transition. Parce que je me suis lancé dans un chemin pour devenir aussi data scientist. Et donc, après avoir été data scientist, ça a facilité mon transition pour passer en fait en compte. Parce qu'on utilise en fait les mêmes méthodologies. C'est exactement la même chose. Sauf que tu as des modèles qui sont beaucoup plus, en fait, comment te dire? En fait, parce que déjà, dans data science, dans l'IA, tu as plusieurs niveaux aussi. C'est-à-dire, tu as ceux qui utilisent des modèles déjà créés, tu as ceux qui entraînent les modèles, et tu as ceux qui développent les modèles avant de les entraîner. Et donc, un quant, aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est que, il va créer le modèle, il va développer le modèle. 2, il va l'entraîner, il va le soumettre à plusieurs tests, à plusieurs scénarios, à plusieurs journées. 3, il va l'utiliser ou le sérialiser, en fait, il va le publier quelque part, il va avoir des revues, il va être critiqué par des personnes, on va ajuster les choses, de modifier ça, de rajouter ça. À la fin, quand ce sera compliant, c'est-à-dire quand ce sera validé par tout ce qui est conformité, tout ce qui est organisme de supervision, voilà, le modèle il va passer en prod. Et une fois qu'il a fait ça, c'est pas terminé, parce qu'il faut aussi que le modèle, en fait, qui est validé, soit bien implémenté. Donc, ils vont encore faire des travaux là pour s'assurer que la machine fait bien ce qu'il a dit qu'il allait faire, et que la machine le fasse bien dans toutes les configurations possibles. Donc, ça, c'est encore une autre partie. Un data scientist, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Un data scientist, excuse-moi, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Son travail à lui, c'est, voilà, il prend des données, il observe un peu ce qu'il a comme données. Il observe aussi qu'est-ce qu'il veut faire concrètement de ces données-là. Quelle est la tâche qu'on a donnée? Qu'est-ce qu'il veut faire concrètement? Est-ce qu'il veut prédire? Et s'il veut prédire, qu'est-ce qu'il veut prédire? Est-ce qu'il va analyser? Est-ce qu'il veut juste expliquer? Qu'est-ce qu'il veut faire? Et en fonction de ça, voilà, il va utiliser soit un modèle supervisé, non supervisé. C'est-à-dire, quand il supervise, c'est un modèle dans lequel tu as les données et tu as aussi les réponses qu'on est censé avoir pour ces données-là. Typiquement, bon, voilà. S'il parle, alors il a envie. S'il ne parle pas, alors il n'est pas fort. Il peut être en vie ou il peut être sourd.
Et si, voilà, il y a aussi des cas dans lesquels il ne parle pas, il ne respire pas, à ce moment, bon, en général, il est mort, on va dire. Donc, par exemple, ça, c'est pas un jeu de données. Et si tu as ça, tu sais, par exemple, que bon, voilà, il suffit que je sois sûr qu'il parle ou qu'il respire pour qu'il soit en vie. Et s'il ne respire pas, bon, voilà, pas besoin de regarder toutes les données, il est mort. Un modèle très rapide que tu veux le faire. Donc, ça, par exemple, c'est un modèle supervisé parce que tu as les données en sortie. Tu as des modèles pour lesquels on te dit, bon, voilà, étant donné les différentes données qu'on a pu avoir, par exemple, du bus, on ne sait pas en fait, enfin, on ne sait vraiment pas comment faire pour prédire si le bus sera à l'heure ou en retard. On va prendre plusieurs mesures. Que oui, le feu rouge là, il a duré plus longtemps, à telle heure, les enfants sont arrivés en retard à l'école, ainsi de suite. Tu auras plein de données et tu vas pouvoir déduire de ça un modèle qui permet de faire une prédiction avec une certaine justesse du caractère en retard ou à l'heure du bus. Donc, ça, c'est des modèles qui sont un peu plus non supervisés. Et ça, le quant, en fait, il a aussi les deux. Mais lui, étant donné que la finance, quand on parle d'argent, ça devient tout de suite très, très sérieux. Ouais, sérieux. Et à ce moment, il est obligé en fait, d'utiliser des modèles qu'il comprend profondément. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, que la compréhension de la maths est importante. Et aussi, en fait, tu as une très, très grande littérature qui permet de comprendre, en fait, de savoir quel modèle existe, comment ça s'implémente, comment ça se justifie. Tu aimes les papiers qui te publient dessus, tu as les prix Nobel dans tous les sens par rapport à ces modèles-là. Chaque matin, les gens publient des choses qui sont data science, bien des domaines de l'analyse quantitative. Et depuis 2 ans, on a pu en fait noter qu'il y a une fusion entre ces deux domaines-là. C'est-à-dire, dernièrement, chez Société Générale, ils ont en fait remplacé, je crois que c'est en 2018 ou en 2019, 2018, je pense. Ils ont remplacé en fait, ils ont pu faire un modèle qui permet de trouver en fait les soucis qu'il y a dans leur modèle de quant grâce à l'IA. C'est-à-dire, ils ont fait en fait une étude qui permet de détecter automatiquement les brèches qu'il y a dans le modèle. C'est-à-dire, quand est-ce que le modèle devient faux? Et ils ont pu en fait, avec l'IA, trouver ça automatiquement. Et ils ont pu apporter des corrections qui vont bien quand ces brèches apparaissent. Donc, ils ont fait un papier récemment dessus. Je me souviens plus, je pense qu'on peut trouver ça rapidement en ligne. Tu écris sur générale, intelligence artificielle, et tu écris value at risk. Tu vas forcément trouver un papier dessus. L'idée, c'est qu'en fait, l'IA et la finance de marché, les mathématiques financières, ça sera plutôt. En fait, l'IA va venir en complémentarité, en fait. Tout à fait. Parce qu'en fait, les modèles qui existent en finance de marché sont des modèles qui sont designés pour décrire les processus de finance de marché. Donc, des modèles de sauts qui expliquent des sauts de prix, qui expliquent derrière comment ça se diffuse, qui expliquent derrière des tendances. Ça, derrière, sont des modèles qui sont très, très calibrés pour la partie finance de marché. En data science, tu as des modèles qui font ça, mais les modèles que tu utilises en fait en finance de marché sont plus précis pour ces phénomènes-là. Par contre, en data science aussi, tu as des modèles qui sont non triviaux, du style réseau de neurones par exemple. En gros, ce sont des modèles qui fonctionnent par itération et qui réussissent en fait à résoudre des équations non linéaires. Bon. Et avec des mouvements de va-et-vient, quoi. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la plupart des problèmes qui sont linéaires sont relativement faciles à résoudre. Facile à résoudre, tout à fait. Avec des matrices, avec des méthodes qui sont déjà éprouvées et qui ont été publiées. Par contre, les problèmes non linéaires, en fait, tu as besoin de faire une optimisation plus sérieuse. Et donc, récemment, l'IA est arrivée avec ce qu'on appelle la descente de gradient. Enfin, c'est pas l'IA qui est arrivée, ça existe depuis longtemps. Avant, ça s'appelait, c'est des méthodes qui sont dites quasi-Newton. Donc, ça existait depuis longtemps en finance de marché. Par contre, l'IA a commencé à appliquer ça de manière plus élaborée, au point de commencer à résoudre les problèmes qui, a priori, n'étaient pas résolvables avant. Typiquement, avec l'IA aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce que Yann Lequin disait. Yann Lequin, c'est un des pairs en France de l'IA. Et donc, il expliquait en fait que pendant longtemps, on a pensé que les problèmes qui n'étaient pas convexes n'étaient pas solubles. Mais avec l'IA, on a réussi en fait à trouver des solutions utiles aux problèmes non convexes. Et donc, ça, typiquement, voilà, c'est une avancée qu'on voit en IA qui n'est pas forcément dans le marché. Et le fait que les deux se rencontrent, parce qu'aujourd'hui, quand tu discutes avec une personne qui est analyste quantitative,
et qui travaille, en fait, qui pratique, tu te rends compte qu'en général, il y a des connaissances que tu trouves aussi en data science et vice-versa. Mais par contre, en data science, il y a des connaissances que les gars ont qui ne sont pas encore en finance de marché, du type réseau de neurones et autres. Et en finance de marché aussi, tu as des connaissances du style tout ce qui est modèle, les modèles qu'on appelle les équations dérivées stochastiques, les EDS. Ce ne sont pas des modèles qui sont faciles à apprendre forcément. Les data science, parce qu'ils sont plus statistiques aussi. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est un peu ça. Ok, donc en tout cas, c'est clair, on comprend bien qu'il y aura une complémentarité. Du coup, ce sera selon la perception de chacun, le goût que chacun aura par rapport à tel ou tel domaine qui pourra s'orienter. Tout à fait. Tout à fait. Il faut quand même que ce sont des domaines qui sont très porteurs aujourd'hui. Absolument, ils sont très, très porteurs. C'est-à-dire, là, pour ne te cacher, là, récemment, j'ai un ami qui nous a envoyé une offre, a fait des offres d'emploi chez Facebook. Parce qu'il bosse chez Facebook, en fait. Et il me disait, en fait, il nous disait, le groupe, qu'on cherche, en fait, à avoir des personnes qui sont aussi d'origine étrangère parce qu'on s'en rend compte. Diversité. Ouais, la diversité, en effet, parce que c'est à Londres. Beaucoup, ça va, les anglo-saxonnes surtout. Absolument. Et donc, il m'a envoyé donc l'offre. En fait, l'offre qu'il m'a envoyée, aujourd'hui, je suis compétitif. C'est-à-dire, je peux décider d'arrêter aujourd'hui une expectative et partir faire ça, en fait. D'accord. En data science, chez Facebook. Data science, total. C'est-à-dire, le background que j'ai eu aujourd'hui avec les certifications que j'ai faites et avec les projets que j'ai faits, ça suffit largement pour pouvoir être compétitif sur cette offre-là. Intéressant. Et voilà quoi. Donc, ce sont des domaines qui sont très, 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 très liés. Et pour peu que voilà, tu sois toujours en train de te former, en train de chercher à devenir encore meilleur, forcément, tu vas même pas voir la différence entre les deux. D'accord. Ok. Et donc, c'est une question un peu plus intéressante, je pense que ça va réjouir beaucoup de gens. Un quant en finance, ça gagne combien en junior? Quand on vient de commencer là, ça veut dire qu'on travaille là, on va savoir combien on va gagner après. Voilà, combien ça gagne par an quand on vient de commencer avec une bonne formation, une bonne école là, de manière moyenne, par exemple, quelqu'un qui est en France, et après, comment il évolue en termes de salaire? Ça peut aussi motiver certaines personnes. C'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, très bien. Un junior qui sort d'école, avec les conditions de marché qu'on connaissait avant Covid, je pense que c'est toujours la même chose aujourd'hui, parce que la demande n'a pas forcément baissé. Ouais, il peut s'en sortir avec minimum 45K. Minimum. 45 000 euros. Donc, c'est un métier qui. Donc, 45 000 euros par an lorsqu'il est junior. C'est ça. Donc, c'est un métier qui est intellectuellement, ça doit être stimulant, mais financièrement, c'est intéressant aussi. Donc, tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que en France, il y a eu pendant très longtemps une méta et bon, voilà, les quants juniors ne gagnent pas beaucoup bien leur vie. Ça veut dire 45K, c'est bien, c'est correct, mais crois-moi, dès qu'il devient senior, c'est tout autre chose. Hein. J'imagine. Non, j'imagine, parce que ça ne évolue pas de manière linéaire, il faut y aller. Donc, et encore, ça dépend de là où tu es, parce que là, typiquement, à l'heure où on parle, enfin, quand j'ai passé en interne dans la banque centrale, là, j'avais vu des offres en ligne qui semblaient farfelues, quoi. C'est-à-dire, on proposait 200 000 euros dans un fonds d'investissement. Ça s'appelle Hunterbond. Je pense qu'on peut encore trouver des offres comme ça. C'était basé à Singapour, mais je travaille à Paris. D'accord. Donc, je suis parfois fait des voyages pour aller à Singapour. Mais bon, là, on demandait un senior confirmé qui s'est fait du Python, donc du coup, qui est compétent en data science et qui est quant. Et ça, derrière, ça paye bien, quoi. Donc, en gros, je me suis dit, c'est bien ça. Et voilà, tu as des offres aussi de ceci, là même à Paris. Hein. Parce que tu as Bank of America qui est parti de Londres avec le Brexit. Ils sont venus sur Paris. Du coup, ils ont monté encore le niveau des rémunérations à Paris. Voilà, quoi. Ça fait qu'aujourd'hui, un senior, il peut taper 150, facile. Hein. Bon, j'exagère un peu, 120, 150. 120 000 euros par an, quoi. 120, 150, il peut taper dedans. Donc, on peut sortir de Omnisport, faire les études là-bas, tranquille, venir en France et bien gagner sa vie, bien faire ses études et réussir. Oui, cela dit, je ne suis pas encore senior. Hein. En tout cas, c'est bien. Au moins, que chacun prenne de la graine et sache que c'est tout à fait, tout à fait. Tu partis de n'importe où au pays aujourd'hui. Et après, voilà, venir d'Afrique, venir où tu veux, et arriver à un endroit, en fait, et vraiment, tu fais ce type de montant-là. Encore, là, ce sont les montants dont on parle, là, qui sont publics, quoi. Mais sinon, on fait des trucs encore qui sont plus différents, quoi. C'est-à-dire, tu as des gens qui ont des bonus incroyables, qui deviennent manager, ça devient encore autre chose. En tout cas, c'est bien.
C'est encourageant de savoir ça et ça permet aux jeunes aussi de voir ce qui est possible pour eux, ce qui est ouvert. Parce que beaucoup de gens, il n'y a que l'informatique, que ça, il n'y a pas d'autres métiers. Et le but aussi, c'est de savoir qu'il y a des activités qui peuvent mettre en avant dans des domaines aussi ouverts que la finance, bien la science des données, et qui sont porteurs, qui peuvent leur permettre d'avoir une carrière qui est encore plus propulsée. En tout cas, c'est intéressant. Et du coup, je vais basculer sur un autre aspect maintenant pour avoir des questions un peu plus, une sorte de retour d'expérience par rapport à tes études. Et voilà, est-ce que tu as des trucs, par exemple, vis-à-vis de tes études, jusqu'à où tu es arrivé aujourd'hui, est-ce qu'il y a des trucs que tu aurais regretté dans tes études, des choix que tu aurais fait différemment pour pouvoir peut-être mieux avoir une carrière encore plus intéressante aujourd'hui? Vis-à-vis de tes études, est-ce qu'il y a des choix que tu aurais fait autrement ou bien des choses que tu aurais fait différemment? En fait, s'il y a des regrets que je dois avoir, c'est typiquement dans ma formation et dans mon manque de formation, entre guillemets. C'est-à-dire, pendant très longtemps, je me suis contenté de ce qu'on donne à l'école, sans pourtant faire le travail d'analyser l'offre et la demande. C'est-à-dire, analyser les offres d'emploi et analyser ce qu'on me donne à l'école. Je l'ai fait de temps en temps, mais pas à 200%. Parce que si je l'avais bien fait, je me suis rendu compte de toute la partie qui me manquait. Parce que je me rends compte que c'est quoi, c'est en 2017 que je me suis rendu compte, en fait, d'à quel point est-ce que mon niveau en maths était ridicule, en fait. Parce que je me disais, bon, j'ai fait une prépa correcte. J'ai continué à faire de la maths, même quand j'étais école d'ingénieur, bien au-delà de ce qu'on demandait à l'école. C'est-à-dire, je faisais des choses à côté, je faisais des démonstrations de l'essence, je m'intéressais aux problèmes du millénaire, des choses comme ça, je faisais de la recherche à côté, au point où je sais qu'il y a un enseignant qui me proposait de faire un doctorat. Mais bon, ça ne m'intéressait pas parce que ce n'était pas dans mon plan de carrière. Et oui, il faut avoir une trajectoire bien claire. C'est ça, c'est vrai. Et donc, après ça, je me suis dit, bon, voilà, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais tranquillement aller. Enfin, je vais continuer à travailler normalement, et puis après, je vais travailler, quoi. Et puis après, je vais monter là où ça m'intéresse. Mais si vraiment, il y a un truc que j'ai regretté, c'est ne pas avoir continué à bosser dur quand j'étais école d'ingénieur. C'est-à-dire à bosser dur sur les choses qui comptaient le plus pour moi. Parce que j'ai fait beaucoup de choses dans l'école d'ingénieur. J'ai même après à développer de l'embarquer. C'est-à-dire, on a développé des robots, des robots aspirateurs, des choses comme ça. Tu apprends des choses vraiment qui sont très pratiques, qui sont intéressantes, ça te forme vraiment. Mais il y a une grosse partie que j'ai loupée. En gros, c'est la partie statistique dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est continuer à creuser plus loin que ce qu'on va donner en mathématiques pour pouvoir être compétitif vis-à-vis des autres écoles. Parce qu'il faut se rendre compte que typiquement, dans le même temps où, à l'ECIGEC par exemple, j'étais en fait en ingénierie financière et je faisais, voilà, on faisait beaucoup d'informatique, énormément d'informatique, ce qui est très très bien. Parce qu'aujourd'hui, ça fait que le temps que je vais prendre à apprendre un langage, en fait, il va être en général de maximum 1 mois et demi. En 1 mois et demi, en général, c'est suffisant pour que j'ai un bon niveau de langage. Nouveau langage de programmation. D'un niveau de programmation, effectivement, parce qu'on en a fait énormément et de plusieurs types. Et du coup, très vite, tu commences à voir les récurrences. Tu dis, ah oui, donc ici, les objets, c'est comme ça, ainsi de suite. Et tu commences en fait à voir quelles sont les différences, quoi. Pour la petite histoire, là, entre 2018 et 2020, j'ai appris 3 nouveaux langages. Non, faut 4 même. R, SAS, Python, Octave. Déjà, je suis parti de 0, hein. Et là, j'ai un niveau au point où je peux postuler et on me prend au sérieux, quoi. Ouais, j'imagine. Parce que derrière, effectivement, j'ai fait beaucoup de travaux à côté avec ces langages-là. Mais oui, c'est-à-dire, c'est cette capacité-là. Et vraiment, si un truc que j'aurais regretté, c'est la partie mathématique que j'ai pas creusé suffisamment. Parce que aujourd'hui, typiquement, je vais te montrer un truc. Hein. Aujourd'hui, je suis obligé de me faire assis des bouquins. Hein. C'est-à-dire, dans mon emploi du temps de la semaine, j'ai des lectures en maths, pratiquement tous les jours. Et en finance, tous les jours aussi. Et en data science. Là, c'est des trucs en ligne. Et donc, tous les jours, je suis obligé de vraiment combler mon niveau. D'apprendre. Mais c'est quelque chose qu'on doit intégrer de manière générale, même quand on a appris les maths assez à l'école. Je pense que le fait d'apprendre, de se cultiver jour après jour, c'est important parce que le monde évolue, les choses avancent tous les jours. Comme tu as dit tout à l'heure, les publications sont faites tous les jours, il y a des nouvelles choses. Pour se mettre à jour, pour être compétitif sur le marché, savoir se revendre, il faut continuer d'apprendre, il faut continuer de lire. Je pense que c'est aussi important
de devoir le mentionner. Je pense aussi peut-être que si tu as peut-être eu des gens qui t'auraient dit en l'avance que voilà, là où tu vas, en fait, c'est important que tu aies de bonnes notions en maths, peut-être que tu serais. Donc, je pense aussi le fait que les gens. Encore comment te dire, j'étais tellement persuadé que j'avais un bon niveau en maths. Hein. Je me disais, non, c'est bon, le niveau en maths que j'ai est correct, tu vois, un peu. Surtout quand j'ai fait l'école d'ingénieur, franchement, très sincèrement, je n'ai rien appris à l'école d'ingénieur, en fait. Parce qu'en prépa, on a fait beaucoup plus que ce qu'on a fait à l'école d'ingénieur. Et en prépa, on fait beaucoup plus de maths en école d'ingénieur, je suis d'accord. Donc, quand j'ai terminé ma prépa, j'avais un niveau de maths plutôt bien. Et en école d'ingénieur, mon niveau de maths a même plutôt baissé, en fait. Parce que concrètement, ce qu'on fait en école d'ingénieur, c'est beaucoup de pratique. Et la maths qu'on avait été trop. En fait, elle était presque inutilisable. Parce qu'en fait, elle était vraiment trop élaborée pour qu'on faisait. Après, on utilisait quelques petits principes qui étaient intéressants, dérivés, des choses comme ça. Donc voilà, c'était pas mal. Et à appliquer ça en informatique, c'était bien aussi. Mais très concrètement, ce qu'on avait appris en maths était très, très supérieur à ce qu'on utilisait. Mais aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où ce que je savais en maths était insuffisant pour ce que je faisais au travail. Tout à fait. Donc, j'ai dû me former dessus, bien réapprendre mes équations du vaisseau plastique, bien réapprendre comment est-ce qu'on gère en fait l'inférence. Et donc, le fait que je fasse à la fois data science et finance de marché, ça m'a beaucoup aidé en fait. D'accord. D'accord. Et donc, est-ce que par contre, dans l'autre sens, tu as des trucs aussi, des accomplissements, des réalisations dont tu dis aujourd'hui, oui, je suis content d'avoir réalisé ça, accompli ça, j'en suis fier. J'aimerais partager aussi avec les autres pour leur donner un peu de la motivation et pour les encourager à se dire que voilà, allez-y, foncez. Moi, qu'est-ce que je peux dire? Ce que je peux dire, c'est quoi? C'est bon. Enfin, le truc que. Je crois quand même que toi, tu es quelqu'un qui a la niaque, hein, parce que je vois, même malgré le fait que les maths, tu t'es un peu négligé, tu as quand même pu bounce back, tu vois, tu as quand même pu te rattraper et rattraper le coup. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose que moi, je peux mettre personnellement en avant pour ceux qui nous écoutent. Mais toi, dans ton cas, est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais mettre en avant, enfin, dans tous les autres idées, hein, dans tous les. Ce que je pense avoir bien fait, c'est quoi? C'est bien gérer ma transition. Parce que je me suis dit, il faut que je sorte en fait du conseil pour passer en analyse quantitative. Du coup, j'ai analysé un peu la situation. Je me suis auto-évalué pour voir à quel niveau je suis. J'ai vu mes collègues qui sont courants et qu'est-ce qu'ils ont fait comme trajectoire et qu'est-ce qu'ils avaient de plus que moi. Et j'ai causé avec le gars, franchement, je sais que là où je suis là, à ce niveau, je me dépasse. Il y a des choses que tu sais pas, c'est sûr. Parce que, étant donné que j'ai fait des finances, que j'ai fait en fait la physique, uniquement jusqu'en deuxième année prépa, hein, mais la mécanique des fluides plus particulièrement, ça m'a suffi pour avoir des connaissances plus pratiques que lui. C'est-à-dire, parfois, il me parlait des choses que j'avais jamais vues, mais je savais rapidement en fait à quoi ça collait. Par exemple, toutes ces équations de la chaleur, tout ce qui est derrière, enfin, tous les tenseurs, des choses comme ça, c'est des choses que voilà, en physique, tu as vu. En physique, en prépa, tu as vu. Donc, ça m'a permis en fait de faire ce lien-là. Le lien. Et ça m'a donné en fait un plan d'action. Et du coup, le premier plan d'action, enfin, je me suis dit, soit j'arrête d'abord de travailler, je ne vais pas à l'école, faire soit un master quantitatif, et puis je reviens, soit je fais une pierre deux coups. Je continue à bosser, et à côté, je me forme. Du coup, j'ai plusieurs pistes. Parce que je me suis dit, bon, c'est mieux que je continue à bosser. Parce que l'expérience que j'aurai là, elle pourra en fait me servir de stage, entre guillemets, après avoir fait mes formations là. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est que j'ai analysé à Londres, tu as une formation qui s'appelle le CQF. Certificat en quantitative finance, CQF. Ça s'appelle Certificat de Quantitative Finance. Et donc, ça, j'ai vu ça. C'est super intéressant, ça. Je me suis rendu compte que ce qu'on apprenait à l'intérieur, c'est exactement ce qu'il apprenait en data science. Plus une petite partie que j'apprenais en fait dans la littérature financière pure, dédiée dans le John Hull, par exemple. Ouais. Donc, je me suis dit, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que, c'est plus économique de travailler en data science et John Hull, qu'une partie fait le CQF là, parce que c'est 18 000 euros. Et deuxièmement, ce serait plus pratique parce que avec ces deux éléments-là, si ça ne fonctionne pas comme je veux, au moins c'est sûr, j'ai une porte de sortie pour data science. Donc, j'ai réussi en fait à faire, j'ai fait combien? J'ai fait à peu près, j'ai fait une bonne quinzaine de certifications entre 2018 et début 2020. D'accord. J'ai fait à peu près 15. Un peu plus, je pense, parce qu'il y en a qui n'ont pas publié du tout, mais il y en a qui ont publié sur mon LinkedIn. Donc, c'était vraiment beaucoup de travail pro, mais travail perso à fond, quoi. Et vraiment, si un truc dont vraiment j'étais content, c'est cette certification-là. Et après aussi, c'est que j'ai aussi découvert le milieu anglo-saxon. Parce qu'il faut rappeler que ma boîte est une boîte anglo-saxonne, en fait.
certes, on est à Paris, mais en fait, tout est fait en anglais. Tout est fait en anglais, et même la plupart des réunions aussi. Et donc, ça, c'est un premier... Ne négligeons pas l'anglais à l'école déjà. Pardon? Ne négligeons pas l'anglais à l'école. Oui, non, ça, franchement, excusez-moi, ça, c'est un truc que j'ai peut-être oublié. C'est peut-être même le point principal. Aujourd'hui, 95 voire 99% de publications importantes sont faites en anglais. En anglais. Pratiquement tout est fait en anglais aujourd'hui. Et être capable de switcher comme ça du français à l'anglais à une autre langue, c'est très très bien, c'est très très demandé. Et là, franchement, ça m'a beaucoup aidé. Et mes certifications que j'ai faites, au début, je fais ça en anglais, sous-titré en français. Très vite, l'anglais a commencé à rentrer, les bons termes ont commencé à rentrer. Et ça m'a aussi permis d'avoir un vocabulaire très très pointu. Vocabulaire technique anglais, c'est ça. Absolument. C'est pas forcément évident quand tu étudies. Ouais, au début, c'est pas simple. Au début, c'est pas simple, mais il faut s'accrocher, quoi. C'est-à-dire, c'est comme tout. C'est, un, se dire, je vais aller à tel endroit. Deux, c'est voir quel est le trajet entre là où je suis aujourd'hui et là où je vais aller. Donc, faut après, mettre... derrière, je t'accroche. Ouais, c'est ça, intéressant. Et donc, est-ce que... Un dernier point que je vais rajouter, c'est que donc, le fait que j'ai commencé à bosser énormément en anglais m'a aussi permis de découvrir la pédagogie anglo-saxonne, notamment avec PAM Coursera. C'est par exemple, je me suis rendu compte que en France, pour ne citer que la France, hein, je pense que c'est à peu près pareil pour le Cameroun, quand on faisait les cours, en fait, on apprenait, on était évalué, et après, quelques fois, on faisait des projets, tu vois. Mais dans mes certifications là, il n'y a aucun cours qui n'a donné lieu à un projet publié. Donc, là où j'ai créé, en fait, ça s'appelle AirPubs. C'est un site, en fait, qui fait des publications un peu mathématiques et plus data science en R. Et chaque cours, parce qu'il y avait quoi? J'ai fait une dizaine de certifications. Dans ces 10 certifications-là, je pense que la moitié des évaluations étaient adossées aussi à des publications. Donc, j'ai appris en fait l'importance de la publication, apprendre à publier ce que tu sais. Et j'ai appris en fait que le savoir-faire est aussi important que le faire savoir. Et donc, c'était très important, voilà, de marquer le fait que tu saches par une publication. Par exemple, aujourd'hui, tu as appris par exemple que les marchés financiers sont comme ça, comme ça, comme ça. Tu écris un petit article, tu publies sur un blog. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est très important pour deux raisons. Première raison, c'est que demain, quand tu vas faire un entretien, tu peux dire à ton recruteur que bon, voilà, je sais faire ça. La preuve, si vous voulez être certain du fait que je sais faire ça, allez sur le site qui m'appartient, vous allez voir ce que j'ai publié. Deuxièmement, toi aussi, quand tu as oublié ce que tu avais fait à l'époque, tu peux aller relire rapidement et ça revient. Parce que le fait de publier comme ça, en fait, ça fait que tu peux faire n'importe quoi non plus dans toute la publication. Bien sûr. Et deuxièmement, tu as aussi le sous-code de ce que tu as publié. Donc, ça peut rapidement te remettre dans le contexte. Même lors de la préparation d'un entretien, tu revises rapidement ce que tu as fait, tu revois. Et l'autre point aussi, c'est quoi? C'est que, bon, là ça m'a aussi appris en fait à créer des applications. Quand j'ai mes certifications, typiquement, j'ai créé une application qui optimise des portefeuilles. Donc, on pourra peut-être mettre le lien en description dans la vidéo. Tu vas me donner le lien tout à l'heure. Ouais. Oui, je t'envoie le lien. En fait, c'est un outil qui était fait qui, voilà, tu prends des portefeuilles. Après, derrière, en fait, tu prends des titres. Après, tu choisis ton niveau de risque et ton horizon d'investissement. Après, une matrice en fait, d'allocation de ton portefeuille qui est optimale par rapport à ton risque. Donc, c'est des choses que j'ai apprises aussi, voilà, qui étaient à l'intersection entre data science et analyse quantitative. Ça fait beaucoup de choses, ça se voit. On apprend beaucoup en tout cas avec toi, c'est intéressant. Et donc, pour se diriger un peu vers la fin, est-ce que du coup, tu as des conseils à donner à ceux qui veulent se diriger vers la finance de marché de manière générale, peu importe qu'ils soient des ingénieurs, des gens un peu avec un background technique, avec un background moins technique, que ce soit en éco, un peu moins, même voilà, c'est qui ont fait des études moins, je sais pas, littéraires ou pas, enfin, voilà, tout est possible, hein, on voit ça avec toi. On peut se frayer son chemin, même si on a un point de départ qui n'est pas forcément le plus commun. Mais est-ce que tu as des conseils à donner en particulier à tous ces gens-là, voilà, qui aimeraient avoir une carrière dans ce domaine-là, en particulier le domaine de la finance de marché? Absolument, absolument. Je pense que le premier conseil, c'est de croire en soi. Croire en soi, c'est très important de croire en soi. Et ne pas se laisser abattre par les événements. Parce qu'en fait, comme il y a un expert en développement personnel, il s'appelle Eckhart Tolle, il disait, nous sommes
enfin, nous sommes l'élément qui connaît et non l'état connu. C'est-à-dire, il ne faut pas rester figé avec les erreurs qu'on a fait dans le passé ou rester figé avec la formation qu'on a fait dans le passé. Ça n'a rien à voir avec ce qui arrive devant. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai par exemple fait 3 ans de journalisme, je ne sais pas quoi, qu'il m'est impossible de passer dans un domaine quantitatif. Donc ça, c'est très important. Croire en soi, être optimiste par rapport à son futur, c'est très, très important. Ça, c'est la base de tout. Une fois que tu as ça, maintenant, c'est analyser en fait les différents... Enfin, il faut penser vraiment très grand, quoi. C'est-à-dire, moi, je viens de Yaoundé, du quartier, je viens d'une famille modeste, mais demain, je vais rater l'endroit. Et je veux pouvoir tirer avec moi le maximum de personnes à cet endroit-là. Et donc, une fois que tu commences à penser comme ça, tu vas mettre en place des mécanismes qui vont te permettre d'y arriver progressivement. C'est-à-dire, tu auras en fait des inspirations qui vont venir. Typiquement, tu vas par exemple commencer à mettre sur pied un plan, tu vas commencer à rencontrer des personnes qui peuvent t'aider à aller là où tu vas aller. Que ce soit en fait des personnes qui sont dans le milieu, des personnes qui ont réussi, des personnes qui n'ont pas réussi. Ça, c'est important d'avoir les deux. Et quand une personne te dit qu'elle n'a pas réussi, comprendre pourquoi tu n'as pas réussi, et qu'elle t'explique un peu ce qui s'est passé, où est-ce que la faute est. Parce que ça m'a beaucoup aidé. Hein. Les gens qui m'ont dit que je voulais faire ça, je n'ai pas réussi. Ça m'a beaucoup aidé. Bien comprendre qu'il y a des choses qu'il faut bien faire. Et aussi, bon, comme je viens de le dire, apprendre à faire les choses, mais à les faire bien. C'est-à-dire faire les choses à 100%, voire à 200%. C'est très, très important. Et comme il y a un proverbe qui disait, c'est la manière avec laquelle on fait en fait les choses et la manière avec laquelle on fait chaque chose. C'est-à-dire, typiquement, une interview comme celle-ci, si on la bâcle, il ne faut pas s'attendre à être forcément excellent ailleurs. Parce que ça va commencer à déteindre dans tout ce qu'on fait. Donc, il faut rester focus à 100% dans tout ce qu'on fait. Et le faire vraiment bien. C'est très, très important pour la suite. Ne pas forcément se comparer seulement aux autres. Se comparer à ceux qui sont au-dessus, c'est très important. Mais ne pas toujours se comparer aux autres. S'entourer des gens qui vont dans le même sens que toi. C'est-à-dire des gens qui évoluent dans plusieurs domaines. Quoi. Parce que là, typiquement, autour de moi, je n'ai pas beaucoup d'amis qui sont en finance de marché. Enfin, j'en ai quelques-uns, mais la grande majorité, ils sont en informatique, ils sont le conseil. Ils font des choses très importantes. Ils font des choses très intéressantes aussi. Et donc, s'entourer de ces personnes qui réfléchissent grand, qui pensent en fait à aider son prochain. Il ne faut pas seulement chercher un seul domaine. De même, essayer d'être correct en amitié. Tout ça c'est important. C'est-à-dire, c'est un travail qui est intégral. Mais pour ça, c'est savoir où tu vas aller. 2, savoir là où tu es et t'évaluer pratiquement, je veux dire, toutes les 2 semaines, je dois t'évaluer. Savoir que, bon, entre la semaine dernière et moi aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que j'ai appris de plus? C'est-à-dire, si une personne m'a rencontré la semaine dernière et m'a rencontré cette semaine-ci, qu'est-ce que tu peux lui dire de plus par rapport à ce que j'ai appris en retard? Ça, c'est très, très important, ça. Et c'est comme ça, en fait, que tu progresses. C'est vraiment ce petit effort-là qui va devenir exponentiel à la fin. Ok, d'accord. Donc, merci du coup pour ces conseils-là. Je pense que ça, en tout cas, c'est valable même pour tous ceux qui veulent même ne pas aller en finance, mais aller dans d'autres domaines. Je pense que ce sont des conseils qui sont valables lorsqu'on veut voilà, en tant que jeune, en tant qu'Africain, lorsqu'on a ces conseils-là. On s'y met à fond, on s'engage dans des choses, on les fait bien. Je pense que voilà, c'est valable pour tout le monde et c'est vraiment très intéressant. Et donc, est-ce que tu aimerais que, voilà, si les gens veulent te contacter pour te poser des questions, comment ils peuvent faire? Ils peuvent te contacter par mail ou bien est-ce que c'est possible qu'ils puissent te contacter ou bien par une plateforme en particulier? Voilà. Ouais, je pense que ce qu'on fait, c'est que dans la description, on va peut-être mettre mon LinkedIn. Histoire que, voilà, parce que je suis quand même réactif dessus. En tout cas, merci pour l'interview et la disponibilité. Je pense que cette interview, c'était vraiment très riche. On a appris beaucoup de choses. J'espère. J'espère que ça va servir à beaucoup de gens, hein, en tout cas ceux qui avaient l'idée de foncer dans la finance de marché, ceux qui ne connaissaient même pas ce domaine-là et qui ont appris, ceux qui ne connaissaient pas la science des données et l'intelligence artificielle. Je pense qu'on a essayé de balayer un peu un grand nombre de choses. Et j'espère que tous ceux qui écoutent, bien qui écouteront cette vidéo, cette interview, là vont pouvoir voilà, avoir des choses qu'ils auront apprises en plus et que ça va servir à un maximum de personnes. Donc d'ici là, voilà, je vous souhaite à vous une bonne journée, une bonne semaine et on se reverra bientôt pour une autre édition de Career Tips.